Bonjour et bienvenue sur Public Sénat pour vos traditionnelles questions d'actualité. Nous sommes ici, salle des conférences, à 2 pas de l'hémicycle, où dans quelques instants, vous aurez le droit évidemment à cette question d'actualité, dominée ces derniers temps par un contexte politique très difficile pour le gouvernement et pour une ministre en particulier, Michèle Alliot-Marie, qui a toujours affaire à cette affaire de son voyage en Tunisie et de son coup de fil qu'elle aurait eu avec le président Ben Ali, l'ancien président de Tunisie. Ce matin, il y avait une audition, commission des affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie était auditionnée. Eh bien, le Parti socialiste et l'ensemble de la gauche a décidé de boycotter cette audition. Nous nous expliquerons avec Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste ici au Sénat, qui viendra sur notre plateau après les questions d'actualité pour s'expliquer sur cette position du groupe du Parti socialiste. Et je vous propose tout de suite de rejoindre l'hémicycle où Roland Huard est en train de rentrer, le vice-président du Sénat est en train de rejoindre l'hémicycle. Et tout de suite, je vous laisse avec les questions d'actualité. On se retrouve dans 1 heure on refait la séance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports et porte sur la récente grève qui a secoué les ports de notre pays. Monsieur le secrétaire d'État, comme l'a justement et gravement souligné notre collègue Louis Nègre, avant-hier au cours du débat sur les infrastructures de transport, aujourd'hui, le premier port français n'est ni Marseille, ni Le Havre, c'est Anvers. La modernisation des ports français, qui doivent faire face à la concurrence acharnée des ports européens et mondiaux, est un enjeu essentiel du développement économique futur de la France. Ce constat est à l'origine d'une réforme profonde de notre système portuaire qui a abouti à l'adoption de la loi du 4 juillet 2008, saluée dans son rapport public annuel par la Cour des comptes, présidée par M. Migaud. Rappelons qu'auparavant, les ports français étaient soumis à un régime datant de 1967. Aujourd'hui, ce processus de modernisation est dangereusement remis en cause par une série de grèves de la part des personnels portuaires. Ce conflit social, né du refus de certains de contribuer équitablement à l'effort national sur les retraites, met en péril des centaines de milliers d'entreprises, 215 000 sur les seuls départements d'implantation des ports, qui font face à des difficultés d'approvisionnement ainsi qu'à des augmentations de coûts de transport et de stockage dramatiques en ces temps de reprise fragile de l'activité économique. Dans mon département de Loire-Atlantique, le terminal fruitier a déploré au mois de janvier une diminution de son trafic de 93%. Par comparaison à janvier 2010, et une baisse du trafic conventionnel de 30 000 tonnes a été observée sur la même période dans les autres domaines. Malgré l'annonce récente d'une suspension de la grève, les dommages causés à l'économie par ces interruptions de travail font craindre une dégradation irréversible de l'image de nos ports et, in fine, un détournement des trafics vers des ports concurrents plus fiables, ce qui est d'ores et déjà le cas pour le Grand Port de Marseille. Mes questions se porteront donc sur 3 points précis. Pouvez-vous nous assurer que la réforme portuaire sera bien appliquée à son terme? Quelle est la position du gouvernement sur l'accord du 27 novembre dernier qui devait permettre aux 5 000 agents de partir 4 ans avant l'âge légal de retraite à raison de la pénibilité des tâches? Qu'en est-il réellement de cette pénibilité au moment où un rapport de la Cour des comptes évoque les conditions particulièrement avantageuses dont bénéficient certains salariés? Monsieur Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des Transports, va vous répondre. Monsieur le Président, merci. Monsieur le sénateur André Triard, vous connaissez bien cette question puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, en tant que sénateur de Loire-Atlantique, vous pouvez voir tous les dégâts, comme vos collègues des Bouches-du-Rhône ou d'autres départements, que peut faire aujourd'hui cette grève à l'image des ports et à l'image de notre pays. Alors pour répondre très précisément à vos 3 questions, qu'est-ce qu'on compte faire sur la réforme portuaire? Nous la mènerons jusqu'à son terme. Cette réforme portuaire, vous le savez, a été décidée dans l'intérêt de notre pays pour recréer une réelle compétitivité pour nos ports. Nous mènerons cette réforme jusqu'à son terme et nous sommes dans la dernière étape. Deuxième question, qu'en est-il de l'accord du 27 octobre dernier? Je me permets de faire
Un bref rappel de chronologie. Les organisations professionnelles et le patronat avaient commencé à discuter des questions de prise en compte de la pénibilité. Entre-temps, vous le savez, la loi sur les retraites a été votée au Sénat et à l'Assemblée. Et en réalité, aujourd'hui, on a une loi qui s'applique à tous les Français, qu'ils soient travailleurs portuaires, agriculteurs, ou qui s'applique à tous les Français. Et la loi est très claire, la pénibilité peut être reconnue, mais pour une durée de 2 ans. Quelle est la position du gouvernement? D'abord, l'accord du 27 octobre que vous évoquez, est-ce qu'il a été signé? Réponse non. Excusez-moi, je mets au défi qui que ce soit dans cet hémicycle de me montrer un accord signé le 27 octobre. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'il y a eu des discussions entre les partenaires sociaux et une partie des employeurs? Oui, sauf qu'il manquait un troisième partenaire qui n'avait pas donné son accord. Excusez du peu, c'est l'État, puisque c'est l'État qui payait. Et en l'occurrence, il manquait un accord pour mettre 140 millions à la caisse pour financer cet accord. Donc cet accord, ces discussions ont bien eu lieu, mais aucun accord n'a été signé. Enfin, quel est l'enjeu aujourd'hui? Est-ce que oui ou non, on accorde aux travailleurs portuaires un départ à la retraite à 58 ans, alors qu'on vient de proposer à tous les Français désormais d'appliquer la loi, c'est-à-dire 62 ans? La réponse est claire, oui à la pénibilité, oui dans le cadre de la loi, et oui à une application de la loi égale pour tous les Français. Nous avons tendu la main en proposant une pénibilité de 2 ans, conformément à la loi. Les négociations, je vous le signale, se déroulent en ce moment, et je pense et j'espère qu'on arrivera à un accord. C'est l'intérêt des ports français, c'est l'intérêt de notre pays, et c'est aussi l'intérêt des travailleurs portuaires. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Pierre Chevènement pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Eurostar a commandé le 3 décembre 2010 à Siemens 10 rames ICE de 400 mètres à motorisation répartie. Cette commande contrevient aux règles de sécurité qui prévalent dans le tunnel sous la Manche, qui imposent des motrices en extrémité des trains pour permettre, en cas d'incendie de transformateur, l'évacuation à coup sûr des passagers par des portes ménagées à cet effet à l'intérieur du tunnel à intervalles de 400 mètres. Le choix d'Eurostar est d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'une filiale à 55% de la SNCF. Alstom a déposé un recours devant la commission intergouvernementale franco-britannique et devant la Commission européenne. Mes questions sont les suivantes. Monsieur le ministre, pourquoi a-t-on laissé Eurostar commander un train non autorisé par la réglementation en vigueur? Pouvez-vous confirmer que les règles de sécurité ne seront pas modifiées sans que des études préalables aient attesté que les trains dont les moteurs sont placés sous les voitures passagers, ce qu'on appelle train à motorisation répartie, n'entraînent aucune aggravation des conditions de sécurité dans le tunnel? Deuxièmement, avons-nous mesuré les conséquences industrielles pour Alstom et ses sous-traitants de ce contrat confié à Siemens, dans des conditions qui font d'ailleurs l'objet de recours à la Commission européenne et devant la justice britannique, comme je viens de le dire? Selon mes informations, la commande d'Eurostar représente pour Alstom Transport une perte d'1 an et demi de production, soit 1300 emplois sur un total de 8800 en France, sans compter les 4200 entreprises sous-traitantes qui emploient 27 000 personnes dans cette filière. L'ouverture du marché français à la concurrence s'est traduite par une baisse significative de la production réalisée en France, de 79% il y a 10 ans à 62% aujourd'hui. La concurrence implique, me semble-t-il, le respect de certaines règles, notamment en l'occurrence dans le domaine de la sécurité. Troisième question, quelles sont les chances de voir le marché allemand de la très grande vitesse s'ouvrir à la filière ferroviaire française? Quatrième question, enfin, quel signe fort du point de vue de la politique industrielle le gouvernement français entend-il donner pour assurer aux ferroviaires français, l'une des rares industries à dégager encore un solde commercial excédentaire, des conditions de concurrence normales et équitables? Merci. Monsieur Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des Transports, vous répond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre,
Ah pardon, excusez-moi. J'avoue que la situation est un peu paradoxale. La plupart d'entre nous sont élus. Qu'est-ce qui se passerait dans une commune si on passait un appel d'offres, qu'on choisisse une entreprise, puis qu'on dise une fois qu'on a choisi l'entreprise, on va vérifier si les règles étaient bien respectées. Et c'est un peu ce qui se passe effectivement dans l'affaire que vous dénoncez. Parce que la société Eurostar a en effet fait part de son intention de signer un contrat avec Siemens pour l'achat de rames à grande vitesse afin de renouveler une partie des trains empruntant le tunnel sous la Manche. Comme vous l'indiquez, les rames commandées, qui seraient dotées d'une technologie à motorisation répartie, ne sont pas autorisées actuellement à emprunter le tunnel sous la Manche, du fait des interrogations qui demeurent sur cette technologie qui n'a pas été prévue lors de la mise en service du tunnel sous la Manche, en particulier au regard des risques d'incendie. Et je vous rappelle que le 11 septembre 2008, il y a eu un incendie dont chacun se souvient des conséquences sous ce fameux tunnel sous la Manche. Tirant les enseignements d'accidents parfois dramatiques, dans celui que j'évoquais, le gouvernement français est particulièrement attentif et exigeant sur les questions de sécurité, afin que les transports ferroviaires restent sous le tunnel sous la Manche comme ailleurs, particulièrement exemplaires. La France a donc demandé officiellement, dans le cadre de la commission intergouvernementale, que des études de sécurité portant notamment sur l'aptitude des trains à motorisation répartie à circuler sous le tunnel soient engagées préalablement à toute évolution des règles de sécurité. Ces études sont actuellement pilotées par la commission intergouvernementale franco-britannique, autorité qui est responsable de la sécurité dans le tunnel sous la Manche. Un avis technique a été demandé aux experts. En clair, c'est est-ce que les trains allemands qui ont été choisis répondent ou non aux normes de sécurité. On attend ces réponses courant mars, donc on attend plus que quelques semaines. Ce n'est qu'à l'issue de cette démarche qu'il sera possible de statuer sur la possibilité d'autoriser ces nouveaux matériels. Voilà, je crois qu'il ne faut pas s'interdire de faire évoluer les règles de sécurité en vigueur dans le tunnel, notamment pour tenir compte des améliorations permises par les progrès de la technique, mais toute évolution des règles de sécurité doit se faire à niveau de sécurité équivalent ou d'amélioration. Bref, quand certains de nos amis allemands nous expliquent qu'il s'agit de protectionnisme, je l'ai répété au ministre allemand, il s'agit avant tout de faire en sorte que dans ce tunnel, les règles de sécurité que nous avions émises en commun soient respectées par l'ensemble des partenaires. Si le train Siemens les respecte, nous ne nous opposerons pas au marché. Si le train Siemens ne répond pas aux conditions de sécurité, je ne vois pas comment ce marché pourrait être passé. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue le président Jean Arthuis pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Santé. La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire s'efforce de répondre à l'insuffisance de présence médicale dans un certain nombre de territoires. Et pour y répondre, elle a imaginé un contrat d'engagement de service public au terme duquel des étudiants en médecine, à partir de la 2e année, peuvent se voir rémunérés à raison de 1 200 € par mois, à condition de s'engager à exercer dans un territoire où il y a manifestement une insuffisance de présence médicale. Monsieur le ministre, ce dispositif a du mal à s'enclencher parce que subsistent 2 inquiétudes. La première, c'est que la régulation s'opère au plan national et qu'un étudiant souhaitant exercer dans le département de la Mayenne alors qu'il est à la faculté d'Angers ne signera pas la convention parce qu'il a peur d'être nommé dans d'autres départements, hors de la région. Donc il y a manifestement un besoin de communication pour dissiper ce malentendu. Et à l'intérieur de chaque région subsiste un doute sur l'affectation qui sera décidée au moment où cet étudiant sera diplômé médecin. Je pense qu'il serait bon que dès le moment où le contrat est conclu, c'est-à-dire la 2e année, eh bien, ce jeune puisse être orienté vers le territoire qu'il a choisi. Faute de quoi, je vous mets en garde, Monsieur le Ministre, il risque d'y avoir une ratée dans l'enclenchement de ce dispositif. Donc, je souhaite que l'on puisse territorialiser de tels engagements et faire le pari de la réussite en permettant à un jeune de savoir dès la 2e année, s'il en a fait le choix, quel sera le territoire au sein duquel il pourra exercer lorsqu'il sera diplômé. Je vous remercie.
Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, vous répond. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre. Je crois à l'incitation pour relever le défi de la démographie médicale. Tous ceux qui voudraient mettre en place la coercition, l'obligation, se heurtent au principe même de l'exercice libéral de la médecine. Sauf que, il faut vraiment donner toutes ses chances à l'incitation et ne pas avoir des dysfonctionnements comme ceux que vous évoquez. Parce qu'effectivement, de faire preuve de bon sens sur le terrain, c'est interdit pour personne. Et sur les sujets que vous évoquez, oui, les outils existent, mais il faut tout simplement utiliser ces outils avec un maximum de bon sens et une recherche d'efficacité de résultats. C'est le rôle, notamment, je le dis, des ARS, des directeurs généraux d'ARS. J'ai regardé dans une région comme la vôtre. Il n'est pas normal, Monsieur le Ministre, il n'est pas normal qu'aucun contrat n'ait pu être signé, alors qu'il y a une demande locale. Une demande qui n'émane pas seulement des élus, mais qui émane également, très logiquement, de jeunes qui souhaitent bénéficier de ce contrat sur la base du volontariat. Personne ne les oblige à signer, mais il est vrai quand même que les moyens mis sur la table en vertu des textes, je pense que ça répond à l'enjeu. Sauf que derrière, il ne faut pas leur compliquer la vie, il ne faut pas leur donner une absence de lisibilité, à savoir que si on leur dit qu'ils vont s'installer à tel endroit, ils veulent tout simplement pouvoir s'installer à tel endroit et ne pas être déplacés. Alors à qui revient cette responsabilité? Je le dis aux directeurs généraux d'ARS. J'aurai l'occasion avant la fin du mois, avec Nora Berra, de les revoir et de repasser très clairement des consignes. Parce que, vous le dites pour votre région, pour votre département, je suis élu d'une région, et Antoine Lefebvre ne me démentira pas, qui connaît le plus faible taux de médecins généralistes en France, dans une région coincée entre l'Île-de-France et la région Nord-Pas-de-Calais, et c'est ce sujet-là ne relève pas seulement de certains départements dont on parle bien souvent, c'est un sujet général. Nous avons mis en place des outils, il faut tout simplement les utiliser avec discernement et bon sens. C'est ce que je vais donner à nouveau comme consigne, parce que la question de la démographie médicale, c'est un défi que nous savons relever. Ça ne sert à rien d'être dans les positions idéologiques. Je veux du pragmatisme, c'est ce que nous allons faire. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Yves Krattinger pour le groupe socialiste. Je vous demande de l'écouter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, depuis 2007, nous constatons un affaissement des services publics de l'État dans les territoires. Je donnerai ici 3 exemples. Dans l'éducation nationale, il y aura cette année 16 000 suppressions de postes, malgré une augmentation de 62 000 élèves. Cette politique provoque une dégradation sans précédent des conditions de formation des jeunes, tout particulièrement pour ceux qui rencontrent des difficultés. Une note alarmante du Centre d'analyse stratégique classe la France en dernière position pour le taux d'encadrement parmi les 34 pays de l'OCDE. Nous avons seulement 6,1 enseignants pour 100 jeunes en formation de la maternelle à l'université. Et encore, ce sont les chiffres de 2007. C'est très alarmant dans l'école primaire pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Il est impossible dans ces conditions de personnaliser les parcours et de tenir compte de la diversité des élèves. C'est l'avenir de la jeunesse de France qui se trouve hypothéqué. Deuxième exemple, les hôpitaux. Les réductions budgétaires entraînent des suppressions de postes qui génèrent la saturation des urgences, les difficultés d'entretien des locaux et du matériel, la médecine à plusieurs vitesses. La qualité des services hospitaliers et l'égal accès aux soins pâtissent lourdement de vos orientations. Le monde hospitalier tire la sonnette d'alarme, mais vous ignorez le ressenti des soignants, des patients et des familles. C'est la santé des Français qui est en danger. Troisième exemple, la sécurité. Citoyens, policiers et gendarmes partagent la même inquiétude quant à la diminution des effectifs. Vos ruses sur les statistiques de la délinquance ne peuvent masquer les suppressions de postes et de brigades et leurs conséquences, l'éloignement de la police et de la gendarmerie des populations qu'elles sont censées protéger. C'est la sécurité des citoyens qui n'est plus assurée. Monsieur le Premier ministre, les élections cantonales des 20 et 27 mars suscitent dans les territoires de nombreux débats sur ces problèmes. C'est une échéance que vous escamotez. Les enseignants, les personnels hospitaliers, les gendarmes sont parmi les soldats de la République. Ils sont au service de l'égalité. Devant la gravité de la situation,
Acceptez-vous un moratoire dans le non-remplacement d'un départ en retraite sur 2 dans ces services essentiels à la vie de nos concitoyens? Merci. Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, vous répond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cratinger, à votre question, acceptez-vous un moratoire? La réponse est non. Pourquoi? Parce que cette révision générale des politiques publiques a un sens, a un objectif, a une méthode, s'inscrit dans un calendrier. Le sens, c'est oui, et nous l'assumons, moins de fonctionnaires, mais mieux payés. Car ce qui constitue le principe de l'application et de la déclinaison du non-remplacement du départ d'un fonctionnaire sur 2, c'est la redistribution sous forme de bonification indiciaire qui a permis de redistribuer près de 2 milliards à l'ensemble des fonctionnaires de notre pays, ce qui représente une moyenne de 800 € par agent. Et permettez-moi de vous dire, dans un pays comme le nôtre, si cette réforme n'avait pas été acceptée, elle ne serait pas passée. La première vague a permis de supprimer 100 000 postes. La deuxième vague permettra de supprimer 100 000 postes. Nous reviendrons d'ici la fin de la législature au même niveau que le nombre de fonctionnaires que nous avions en 1990. Et qui, de sérieux, peut dire que le pays ne fonctionnait pas puisque vous étiez aux affaires? Alors je vous renvoie le compliment et je vous renvoie à votre responsabilité. Vous avez pris des exemples qui ne sont pas forcément pertinents parce qu'il y a un effet de ciseau lié à l'évolution démographique et tout cela est maîtrisé. Je voudrais vous citer 2 autres exemples. L'un, en votre qualité d'élu local, il y a une mutualisation, par exemple, des services de contrôle de légalité à l'intérieur de la préfecture qui passe par des suppressions de postes, mais qui permet de renforcer cette mission de service public à la destination des collectivités territoriales. Un deuxième exemple qui vous fera peut-être moins sourire parce qu'il est encore plus spectaculaire. La Direction générale des douanes, dont j'ai la charge, l'autorité et la tutelle, a vu réduire son nombre d'agents jusqu'à 18 000. Pratique le non-remplacement d'un départ sur 2 à plus de 60%, c'est-à-dire que c'est l'un des ministères et une des directions qui apporte le plus. Et cette année, j'ai présenté comme ministre du Budget les résultats de la douane. Nous n'avons jamais eu de meilleurs résultats depuis 15 ans. Ce qui montre qu'on peut réduire la voilure, réduire le périmètre, permettre d'augmenter le traitement de nos agents et avoir des résultats dans les missions de service public qui leur sont allouées en augmentation. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Jean-Claude Danglo pour le groupe communiste, républicain, citoyen et les sénateurs du parti de gauche. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Éric Besson, ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Il y a plus d'1 an, les sénateurs de gauche menaient une bataille parlementaire historique pour sauver le service public postal. Dans tout le pays, les voix s'élevaient, les manifestations d'usagers et de salariés se multipliaient contre le projet de privatisation de l'entreprise publique. Le peuple a demandé un référendum. Plus de 2 millions de personnes ont exprimé leur opposition à votre projet. Vous avez, avec votre majorité, insulté les organisateurs de la votation citoyenne et les nombreux élus locaux qui les ont soutenus. Vous avez nié la portée de ce mouvement et vous l'avez méprisé en parlant de manipulation. Vous avez manœuvré jusqu'au bout pour arracher une majorité au Sénat. Et pour cela, vous avez tenté de rassurer sur les conséquences du changement de statut. Votre prédécesseur, le ministre Estrosi, a même sorti de son chapeau le concept imprivatisable. Aujourd'hui, les craintes d'hier se confirment. Le précédent contrat de présence postale 2007-2010 a validé plus de 6 000 fermetures de bureaux de poste et 6 600 suppressions d'emplois. Vous nous avez illusionnés avec les 17 000 points contacts. Mais en réalité, dans mon département, le Pas-de-Calais, entre 2005 et 2010, 816 emplois ont été supprimés. Pour 2011, on prévoit déjà 100 postes de facteurs et 59 guichetiers en moins. Alors qu'en 2008, on comptait 115 remplaçants, aujourd'hui, on en compte 23 pour tout mon département. Le rythme effréné des suppressions de bureaux de poste ou leur transformation en simple point contact, laissant orphelins les pans entiers de territoire sans même que les élus locaux soient concertés ou avertis. Pire encore, le président de la République
s'est livré dans le Cher à une véritable insulte envers les maires ruraux, jusqu'à leur proposer de distribuer le courrier eux-mêmes s'ils ne sont pas contents. Les usagers ne sont pas les seules victimes de cette politique assassine. Les coupes claires de personnel, les restructurations tout azimut, les pressions de la direction entraînent une souffrance au travail inacceptable. Avec les 70 suicides enregistrés sous vos yeux, se déroule un véritable drame humain. Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas au regard des conséquences délétères de la privatisation de France Télécom. J'en termine avec ma question. Nous vous demandons donc, dans les plus brefs délais, de convoquer le PDG de la Poste, Jean-Paul Bailly, à qui vous avez renouvelé votre confiance, car il doit rendre des comptes et s'engager à revenir à la conception digne du service public à l'égard des personnels et des usagers. Merci. Monsieur Éric Besson, ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique, vous répond. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jean-Claude Danglo, contrairement à ce que vous suggérez, nous n'avons pas affaibli la Poste, nous avons consolider la Poste et nous lui avons donné les moyens de s'adapter à deux éléments que vous connaissez. Un, la concurrence d'Internet, elle est réelle, elle n'est pas le fait du gouvernement. Et deux, l'ouverture à la concurrence. La loi du 9 février 2011, qui a porté changement du statut, a renforcé le caractère de grande entreprise publique de la Poste. Elle dispose que le capital de la Poste doit obligatoirement être détenu par des personnes publiques. C'est figé dans la loi, donc il n'y a pas de prétendue privatisation, comme vous le suggérez, qu'un actionnaire privé ne peut pas entrer au capital de la Poste. Par ailleurs, et de façon concomitante, la loi permet de procéder à une augmentation de capital, et vous savez que nous allons apporter 2,7 milliards d'euros d'argent public à la Poste. Comment pouvez-vous suggérer que l'État se désengage ? Par ailleurs, la loi sanctuarise 4 missions de service public de la Poste, missions auxquelles nous sommes tous très attachés. D'abord le transport du courrier, la distribution de la presse, le livret A et l'aménagement du territoire. À cet égard, sur l'aménagement du territoire, vous y avez fait allusion, il est expressément indiqué, et c'est la toute première fois, que la Poste doit maintenir ses 17 000 points de contact sur le territoire. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Où est la prétendue disparition du service public ? Enfin, la Poste tient les engagements que l'on attend d'une grande entreprise publique et nous y sommes particulièrement attentifs. D'abord, ces engagements envers ses agents. La Poste recrute près de 4 000 personnes chaque année, ça n'est pas tout à fait rien. Et le président de la Poste, auquel vous avez fait allusion, suit personnellement, il a en plus créé une petite équipe pour cela, les conditions de travail et de stress au travail, eu égard à un certain nombre de drames individuels que vous avez notés à juste titre et que nous suivons avec beaucoup d'attention. La Poste respecte aussi ses engagements envers ses clients. Elle continue à moderniser ses bureaux de poste et à améliorer la qualité de service, par exemple en réduisant les files d'attente. Enfin, ses engagements envers les territoires. Le Sénat est très vigilant à juste titre sur ce point. Les 170 millions d'euros que l'État apporte dans le cadre du prochain contrat de présence postale territoriale vont y contribuer. Voilà, Monsieur le Sénateur, nous sommes tous très attachés au service public de la Poste, mais ce gouvernement et la majorité entendent lui donner les moyens de son développement et de sa modernisation. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jacques Gauthier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, Monsieur Alain Juppé, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le ministre d'État, en 2008, le stationnement en métropole de nos forces armées était principalement orienté vers le nord-est du territoire et s'étendait sur 471 communes différentes avec des déploiements diversifiés et hétérogènes de nos formations militaires qui disposaient chacune de soutiens individualisés. En application des conclusions du livre blanc sur la défense nationale et la sécurité et dans le cadre de la loi de programmation militaire, le gouvernement a donc engagé une profonde réforme de notre politique de défense, ambitieuse et difficile, car elle touche au cœur des hommes et des femmes de votre ministère, mais aussi au cœur de nos territoires.
Rappelons que la révision du format des armées, la mutualisation des services et la création des bases de défense génèrent des économies qui bénéficient directement, d'une part, à la revalorisation de la condition des personnels, mais aussi à l'équipement de nos forces. Ces restructurations de la défense concernent aussi naturellement la réduction des emprises, puisqu'il est prévu que plusieurs dizaines de terrains et bâtiments seront cédés sur la période 2009-2014, dans le cadre d'une réflexion globale adaptée à chaque territoire, avec un effort particulier d'accompagnement pour les zones concernées. Chacun de nous ici sait combien l'implantation d'une unité militaire rime avec bassin de vie pour nos villes, nos départements et nos régions. Monsieur le ministre d'État, vous étiez la semaine dernière à Cambrai pour la fermeture de la base aérienne. Pourriez-vous nous préciser quels sont les accompagnements de reconversion et de redynamisation économique qui sont prévus pour limiter l'impact de ces fermetures pour nos collectivités locales, mais aussi pour préserver l'avenir de nos communes? Je vous remercie. Merci. La parole est au Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Gautier, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le sénateur, nos armées se sont engagées depuis 2009 dans une transformation radicale. C'est la plus grande réforme accomplie depuis plusieurs décennies. Elle aboutira d'ici 2015 à la fermeture de 82 unités, 22 régiments, 11 bases aériennes, une base aéronavale, 6 centres de la DGA. Ces fermetures ne sont pas une fin en soi. Leur objectif, c'est bien évidemment de rendre notre outil de défense plus compact, plus réactif et plus opérationnel. Et comme vous l'avez dit, les économies réalisées seront pour la plus grande partie redéployées au profit de l'équipement de nos troupes. On peut déjà constater en Afghanistan, comme vous l'avez fait vous-même, je crois, que cet équipement s'est beaucoup amélioré depuis quelques années. Nous sommes parfaitement conscients que la fermeture d'une unité sur un territoire peut être un véritable traumatisme économique et social. Et donc nous avons prévu un budget de 320 millions d'euros sur la période 2009-2014 pour accompagner ces transformations. Vous avez cité la base de Cambrai, j'y étais la semaine dernière à l'invitation du sénateur Jacques Legendre et du député maire de Cambrai. Eh bien, nous avons signé un contrat de redynamisation de sites de défense dans lequel l'État apporte 14 millions d'euros, les collectivités territoriales à peu près la même somme, ce qui va nous permettre de créer un outil de formation de 170 apprentis et un centre de liquidation des factures qui emploiera 420 personnes. Je pourrais donner d'autres exemples de ces reconversions. Par exemple, à Toulouse-Francazal, la mise en place d'un aérodrome civil pour compenser la fermeture de l'aérodrome militaire ou la création d'internats d'excellence à Sourdun, Noyon ou Montpellier. Voyez donc que nous avons prévu cet accompagnement qui prend une autre forme dans les bassins d'emploi les plus fragiles. Le ministère de la Défense, vous le savez, cède ses emprises aux communes pour €1 symbolique. Et sur les 200 emprises qui seront concernées sur la période 2009 à 2014, à peu près la moitié seront éligibles à cette procédure de gratuité. Je voudrais terminer en signalant qu'il faut accompagner le territoire, il faut aussi accompagner les personnels. Et nous sommes très vigilants pour faciliter les mutations des personnels militaires et civils qui doivent changer d'affectation. 50 000 mutations entre 2009 et aujourd'hui, ou pour faciliter leur reconversion. J'ai fait de la réussite de cette réforme ma priorité. Je n'y parviendrai que si l'ensemble de la communauté de défense se mobilise, et c'est la raison pour laquelle je suis présent sur le terrain, à la rencontre de nos militaires, comme je le serai demain à Toulon, par exemple, pour la Marine nationale. Merci. La parole est à notre collègue Madame Nicole Bricq pour le groupe socialiste. Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Le 26 janvier dernier, la commission Sauvé a remis un rapport au Président de la République pour une nouvelle déontologie de la vie publique. Aussitôt connu, ce rapport a été vivement critiqué par la majorité. Et vous-même, Premier ministre, n'avez pas été le moins sévère, car vous avez choisi une proposition qui consiste à interdire à un membre du gouvernement d'être responsable d'un parti politique. Et vous avez déclaré, je vous cite, « C'est juste le contraire de la démocratie ». Il est vrai que cette proposition fait explicitement référence au cas de l'ancien ministre du Budget qui cumulait sa fonction avec celle de trésorier de l'UMP. Et je rappelle que c'est quand même le cas qui avait motivé
la demande du président de la République à la commission Sauvé. Mais la mise en cause récente d'une autre ministre de la République semble précipiter les choses. C'est ainsi que le 9 février, au Conseil des ministres, vous avez présenté les premières orientations de ce qui pourrait être un texte de loi et mentionné une mesure sur les 29 que compte le rapport, celle qui vise la déclaration d'intérêt applicable aux membres du gouvernement et aux conseillers des cabinets ministériels. Vous avez du reste indiqué, Monsieur le Premier ministre, qu'elle pourrait être mise en œuvre sans attendre le projet de loi. Il y a en effet urgence au rythme précipité des départs de cabinets ministériels, souvent vers le privé, à l'approche de l'élection présidentielle. Mais nous craignons qu'il ne s'agisse que d'un contre-feu à une actualité pressante et la méthode qui consiste à sélectionner une mesure pour décrédibiliser les autres est une vieille ficelle politicienne. L'annonce faite le 9 février doit se traduire vite et pleinement dans un texte sans qu'a priori on écarte les pistes qui gênent. S'il s'agit d'un texte de loi, sa mise en débat au Parlement sera rapidement un gage de transparence démocratique. La République en a grand besoin. Le gouvernement est-il prêt à cet exercice et dans quel délai? Merci. La parole est à Monsieur François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur, Madame Bricq. C'est le Président de la République qui a sollicité le vice-président du Conseil d'État pour rédiger un rapport sur la définition des frontières concernant les conflits d'intérêts. C'est le gouvernement et le Premier ministre lui-même, il y a quelques jours, vous l'avez rappelé, qui au Conseil des ministres a annoncé son intention de déposer dans toutes les prochaines semaines un texte sur la délimitation qui permettra à la représentation nationale, s'agissant des conflits d'intérêts, de bien faire la part des choses dans l'exercice des responsabilités, pas seulement ministérielles, évidemment des membres du cabinet, vous l'avez dit, de toute la haute fonction publique, des magistrats. Il n'est pas douteux que la représentation nationale s'intéressera à son propre cas. Il n'est pas douteux que le groupe à l'Assemblée nationale, animé par Mme Groscoste et M. Baligan, formuleront des propositions concernant les députés. Il n'est pas douteux que le travail de M. Hyest, accompagné par des membres de l'opposition, formulera à son tour des propositions, de telle sorte que nous aurons ensemble, me semble-t-il, la possibilité de définir un consensus autour de ce qui va vers le sens d'une plus grande transparence et donc de ce qui va dans la bonne direction, tirant les leçons des besoins de la société et tirant les leçons également des besoins d'absence définitive de porosité entre le milieu privé et le milieu public. Vous me permettez juste une observation sur l'un des points que vous avez souligné dans votre question qui porte sur la remarque concernant la situation d'un membre du gouvernement, chef de parti. Je voudrais l'étendre à celle d'un membre de gouvernement responsable d'exécutif. Il est aussi de la responsabilité des politiques, élus au suffrage universel, qui incarnent la nation, de dire aussi ce que nous souhaitons comme élément démocratique. Il n'appartient pas au vice-président du Conseil d'État de dire qu'il y a conflit d'intérêts privés lorsque quelqu'un est responsable d'un exécutif local et responsable d'une mission publique nationale. Nous sommes dans le public. Donc oui, nous ferons des choix. Comme disait Gilles, choisir, c'est renoncer. Nous ne renoncerons pas à aller vers une plus grande transparence. Nous ne renoncerons pas à déposer un texte dont nous souhaitons qu'il soit le plus consensuel possible, mais nous ne renoncerons pas à avoir une démocratie vivante où tout le monde pourra participer aux affaires de notre pays. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Serge Dassault pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, Madame Nadine Morano. Madame, je suis heureux de constater que vous allez développer l'alternance massivement avec l'apprentissage. C'est pourquoi je voudrais savoir comment vous allez procéder sur le plan budgétaire. Car l'alternance nécessite d'une part des centres de formation, des CFA, dont le nombre est insuffisant, surtout dans le bâtiment, et d'autre part des entreprises qui veulent bien accepter les apprentis. Or, aujourd'hui, malheureusement, très peu d'entreprises acceptent de prendre des apprentis pour diverses raisons. On parle aussi d'un accompagnement intensif des chômeurs, ce qui est bien. Mais par qui et comment? Car les effectifs de Pôle emploi des missions locales sont déjà insuffisants. Il faudrait pour cela augmenter les budgets de ces deux organismes, à la fois pour leur personnel et les formations proposées.
Je souhaite que les 500 millions annoncés par Monsieur le Président de la République concernant les contrats aidés concernent le moins de contrats aidés non marchands possible, car ils sont d'une efficacité très relative, et que ces 500 millions, une partie, soit affectée au CFA, aux entreprises prenant les apprentis, au pôle emploi, aux maisons de l'emploi, avec les formations associées. En tant que rapporteur spécial du budget de l'emploi, vous comprendrez que ces questions me préoccupent particulièrement. Et j'aimerais savoir combien l'ensemble de ces moyens nécessaires va coûter à mon budget. Une dernière question pour vous rappeler que le meilleur moyen de réduire le chômage serait de flexibiliser les emplois intérimaires et les contrats de mission. Et cela ne coûterait rien à l'État. Qu'en pensez-vous? Et une dernière remarque. Ne pensez-vous pas que si le service militaire n'avait pas été supprimé, tous ces problèmes seraient moins critiques? Merci. Bien. Madame Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, vous répond. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Serge Dassault, vous avez raison de dire qu'il faut, dans notre pays, développer les formations par alternance et l'apprentissage. Il suffit de regarder de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, pour voir le taux de chômage des jeunes faible, 10%, pour voir le taux de chômage des entreprises, des entreprises qui utilisent des apprentis de plus de 60%, alors qu'en France, les entreprises utilisent seulement les apprentis de l'ordre de 33%. Le décalage est énorme, évidemment. Et en Allemagne, il y a cette mentalité qui dure depuis des décennies de la formation duale, que nous n'avons pas en France, parce que nous nous sommes trompés de stratégie. Pendant des années, la majorité, à l'époque de gauche, nous tenait un discours 80% d'une classe d'âge au bac, ce qui est une erreur gigantesque puisqu'il nous faut 100% de jeunes formés. 100% de jeunes formés dans toutes les filières. Vous avez raison de dire aussi que nous avons 250 000 emplois qui sont régulièrement non pourvus parce que nous ne trouvons pas de personnel formé pour répondre à ces emplois. Alors nous disposons, monsieur le sénateur, de plusieurs leviers pour agir. Le premier levier, c'est d'abord les 500 millions d'euros du grand emprunt pour investir massivement dans des centres de formation adaptés à travers des CFA modernisés, à travers des CFA dans lesquels nous mutualiserons les moyens, et aussi parce que c'est important, si nous voulons des jeunes apprentis formés, il faut pouvoir aussi les héberger sur notre territoire. Nous allons créer 15 000 places supplémentaires d'hébergement pour les apprentis. C'est un premier levier. Nous avons, avec Xavier Bertrand, nous allons négocier les prochains contrats d'objectifs et de moyens avec les régions. Et mesdames et messieurs les sénateurs, l'emploi des jeunes, c'est un objectif national partagé. L'État, chaque année, va investir 350 millions d'euros en moyenne. Eh bien, face à un euro engagé par l'État, nous souhaitons que les régions engagent aussi, elles, 1 euro face à 1 euro engagé par l'État. Que chacun prenne sa part de responsabilité, que chacun s'engage pour l'emploi. C'est une nécessité absolue, attendue par tous nos concitoyens. Bien. Maintenant, la parole est à monsieur René Pierre Signé pour le groupe socialiste. Ah oui, monsieur René Pierre. Tu vois, là, ça va être autre chose. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le Ministre, les militants du planning familial s'inquiètent de la menace qui pèse sur l'accès des femmes à l'avortement dans de bonnes conditions. Elle apparaît comme une remise en cause non avouée d'un droit acquis de haute lutte. Aujourd'hui, les délais augmentent de façon considérable. Les femmes doivent attendre plus de 3 semaines pour accéder à ces services, renvoyées d'hôpital en hôpital en raison des restructurations liées à la loi Bachelot, HSPT, qui a réduit le nombre de services, mais aussi le nombre de médecins pratiquant cet acte. En outre, le désengagement du privé a fait passer la part du secteur public de 64 à 70%, concentrant ainsi les actes et allongeant le temps d'attente. Mises ainsi hors délai, elles sont contraintes d'aller avorter à l'étranger
pour celles qui le peuvent. La revendication porte sur l'application totale de la loi de 2001, la loi Aubry, qui dépénalise l'IVG et repousse le délai légal d'avortement de 10 à 12 semaines, autorisant en outre les mineurs à se faire avorter sans autorisation parentale. La protestation qui prend aujourd'hui beaucoup d'ampleur est liée à une régression indiscutable. D'abord, par la restructuration des hôpitaux. Ensuite, par le peu de mobilisation du personnel médical pour un acte souvent mal accepté, mal perçu et peu considéré financièrement. Or, l'IVG est un acte médical à part entière, même si de nombreux médecins refusent de l'appliquer après 7 semaines pour des raisons d'éthique ou parce que de médicamenteuse, où elle est mal encadrée et douloureuse, elle devient après 7 semaines plus chirurgicale. Or, ils se distancient ainsi de leurs responsabilités, mais ils enfreignent la loi. Or, l'IVG est un acte gynécologique ordinaire. D'autre part, la faiblesse du forfait payé par la sécurité sociale rend son accès difficile à certaines femmes. Le forfait hospitalier devait être augmenté de 50%. Selon l'engagement de Mme Bachelot, on souhaite que cette promesse ait été tenue. Je n'en suis pas sûr. Ma question est donc simple et repose sur 3 points essentiels, Monsieur le Ministre. Premièrement, accueil élargi, y compris aux mineurs sans autorisation parentale, dans les services eux-mêmes plus nombreux. Deuxièmement, acceptation de 12 semaines comme délai d'intervention. Troisièmement, forfait hospitalier versé par la sécurité sociale, réellement augmenté comme promis. À une question aussi simple, on est en droit d'obtenir une réponse claire et précise. Merci. Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, vous répond. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous avez oublié une chose, l'IVG médicamenteuse. L'IVG médicamenteuse, vous n'avez pas insisté sur ce point pour dire qu'aujourd'hui, si vous avez effectivement un recul du nombre d'interventions chirurgicales, c'est aussi parce qu'il y a l'IVG médicamenteuse qui a trouvé toute sa place. Toute sa place. Attendez, ne revenons pas. Je pense qu'il est important sur ce sujet de bien montrer les choses et de montrer que l'évolution que vous avez évoquée n'est expliquée dans vos propos que de façon partielle. Disons les choses très clairement. Vous dites que c'est depuis... Je ne comprends pas pourquoi les arguments gênent avant même qu'ils ne soient développés. Je ne comprends pas. Ce que je voulais vous dire, vous avez parlé des restructurations liées à la loi Bachelot. Vous savez pertinemment que ça n'est pas la raison. Et vous savez aussi pertinemment, parce que vous avez l'air d'avoir développé le sujet de façon construite, que 5% des établissements pratiquent 23% des IVG dans notre pays. 5%, 23%. Et que là où il y a eu des fermetures de services, c'est pour des raisons liées à la sécurité des patients. Parce que le nombre d'actes, et vous le savez pertinemment, était inférieur à un seuil et que, je suis désolé de le dire, moins on pratique, moins il y a de praticiens, plus les patients savent que les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes, tout simplement. Parce que vous savez aussi pertinemment que le choix de la proximité est même un choix qui fait réaliser des économies à la sécurité sociale. Ce n'est donc pas un objectif de rentabilité. Quand vous avez la fermeture d'un service parce qu'il n'y a plus assez de praticiens et qu'on est obligé d'aller se faire opérer à 50 ou 80 km, vous êtes obligé de payer les transports sanitaires. La preuve que ce n'est pas une question d'économie, c'est tout simplement la sécurité des actes. Donc je tiens à le dire, comme Roselyne Bachelot l'avait précisé, je suis très attentif, comme Nora Berra, à ce que ce droit puisse être garanti sur l'ensemble du territoire. Sur la question des forfaits, 2 choses. C'est que la tarification à l'activité doit bien évidemment prendre en compte la juste rémunération de cet acte et que nous devons aussi, et c'est ce que j'aurai à cœur de faire dans la campagne tarifaire, avoir des MIGAC, des missions d'intérêt général qui soient bel et bien garanties. Parce que je pense que l'hôpital ne peut marcher que sur 2 jambes, la tarification à l'activité, les MIGAC, ça n'a pas toujours été le cas par le passé, je veillerai à ce que ce soit assuré. Que par ailleurs, sur toutes les questions que vous avez évoquées, nous serons particulièrement vigilants que ce droit, parce qu'il s'agit bien d'un droit, soit garanti pour toutes, je dis bien toutes, sur le territoire français. Ça ne sert à rien, sur tous ces sujets, de chercher à faire croire qu'il y a un recul du droit, qu'il y aurait des restructurations par souci d'économie. Quand il y en a, c'est pour des raisons de sécurité. C'est notre seule ligne directrice. Bien, maintenant nous allons entendre notre collègue Philippe Adnot pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Monsieur Adnot, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse
à Monsieur le ministre Richert, chargé des collectivités locales. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la méthode employée pour attribuer les dotations de l'État concernant la prestation de compensation du handicap, le RSA, le revenu de solidarité active et la PAL, allocation personnalisée d'autonomie? L'écart entre les dotations de l'État concernant les 3 prestations obligatoires et la dépense réelle supportée par les départements ne cesse de se creuser et constitue une équation impossible. Dans l'attente d'une réforme qui devra faire une plus grande place à la solidarité nationale, vous avez prévu de répartir une première dotation de 75 millions d'euros attribuée à 30 départements dont j'ai ici la liste. Intrigué par l'absence ou la présence de certains départements, j'ai procédé à une analyse comparative avec un document qui vient d'être publié par Dexia à partir des comptes administratifs de 2009. Tout le monde peut se le procurer. Le voici. Ma surprise a été grande de constater qu'il y avait des restes à charge par habitant extrêmement différents selon la prestation fournie. Ainsi, il y a des départements pour le RSA qui ont touché plus qu'ils n'avaient de dépenses, moins 15 € à plus 50 €. Qu'il y en avait d'autres qui avaient 1 sur 2 des plus de 75 ans qui relevaient de l'APA, pendant que la moyenne se situe plutôt à 1 sur 4 ou à 1 sur 5. Il doit y avoir des microclimats qui s'y prêtent. Et donc, ma question, Monsieur le ministre, est la suivante. Si les restes à charge par département sont à ce point différents, c'est que la règle d'attribution ne doit pas être la même. Et donc, je vous le demande, la solidarité suppose la transparence. Pourriez-vous, d'une part, nous communiquer les éléments de calcul qui ont servi de base à l'attribution des 75 millions d'euros et, d'autre part, nous éclairer sur la méthode employée pour attribuer les 3 dotations de l'État concernant les prestations sociales obligatoires? Je vous en remercie par avance. Merci, Monsieur Hanot. Monsieur Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, va vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, cher sénateur Philippe Hanot, merci de la question. Ça va me permettre de répondre de façon très précise l'évolution des relations entre l'État, le gouvernement et les départements qui sont, nous le savons, dans une situation d'effet de ciseaux, notamment du fait de l'évolution des dépenses sociales. Cette relation a beaucoup changé ces derniers temps, tout d'abord parce qu'il y a 4 mécanismes qui viennent d'être mis en place. Le premier de ces mécanismes, vous en parliez, c'est l'institution d'un montant de 75 millions d'euros pour les départements les plus fragiles. Vous demandez quels sont les critères qui ont été mis en place pour la répartition de ces 75 millions. C'est très simple, ce sont les critères qui se trouvent explicitement dans la loi, à savoir le revenu par habitant, à savoir le potentiel financier, et à savoir, troisièmement, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département. Donc c'est très spécifique et c'est comme ça qu'on a été amené à faire la liste des 30 départements. Malheureusement, l'Aube n'y est pas, mais c'est bien de façon tout à fait claire et transparente. Deuxième chose, la mise en place d'une péréquation au niveau des DMTO, vous savez, puisque vous y avez participé ici au niveau du Sénat, qui est tout simplement de faire en sorte que l'une des contributions pour permettre la prise en charge de la part sociale des départements soit mieux répartie. Nous savons que les départements ont souffert avec la crise du fait de la diminution des droits de mutation, les DMTO. Mais en même temps, certains départements ont vu ces DMTO en stock très important repartir très vite. Nous avons donc fait une péréquation qui nous permettra de répartir là aussi des montants relativement substantiels puisqu'ils devraient se situer entre 350 et 400 millions d'euros. Nous aurons les réponses d'ici la fin du mois de février avec les répartitions qui là encore se font en fonction des critères que nous avons arrêtés ensemble au niveau du débat au Parlement. La troisième chose, c'est le vrai débat. Certains départements risquent d'être dans une situation qui, malgré ces amendements, reste délicate. À ce moment-là, un troisième fonds de 75 millions d'euros est mis en place et qui permettra ponctuellement d'aider les départements dans les situations les plus délicates. Dernière chose enfin, c'est la plus importante, c'est que le débat sur la dépendance a été lancé, vous le savez,
Roselyne Bachelot a mis en place les 4 groupes de travail au plan national. Il fonctionne. Le président de la République était présent au niveau du Conseil économique, social et environnemental pour permettre le lancement de ce grand débat qui nous concerne tous. Il ne concerne bien sûr pas que les départements, il concerne l'avenir de la façon dont nous voyons la relation entre les différentes générations qui constituent notre socle social dans notre pays. Eh bien, dans le cadre de ce travail qui avait à être fait, les départements évidemment sont très étroitement associés et je vous propose de regarder à cette occasion comment notamment l'APA peut être compensé et pourra être compensé demain de façon à ce que là aussi ce soit totalement transparent. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de préciser l'ensemble de ces nouveaux dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement au niveau des relations avec les départements. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, nous avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Le premier président de la Cour des comptes va faire son entrée dans 5 minutes à peu près, 5-6 minutes. Voilà, vous venez d'assister aux questions d'actualité en ce jeudi, évidemment, au Sénat. On va refaire la séance dans quelques secondes. Bienvenue sur Public Sénat pour On refait la séance. Avec nous Jean-Pierre Bel. Jean-Pierre Bel, bonjour. Bonjour. Président du groupe socialiste ici au Sénat. Ce matin, il y a eu une audition de la Commission des Affaires étrangères. Le Parti socialiste et des alliances de gauche, vous avez décidé de boycotter cette audition de Michel Alliot-Marie. De ne pas y aller. De ne pas y aller. Ne pas y aller. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision? Écoutez, il y a une petite nuance parce que c'était pas vraiment un mot d'ordre, hein, c'était une attitude collective parce qu'il y a un moment où on peut dire assez, ça suffit. On a voulu manifester notre exaspération devant une situation qui, à notre sens, est grandement pénalisant pour notre pays, pour la France. La parole de la France dans le monde aujourd'hui est vue au travers de cette affaire et nous pensons que vraiment c'est exaspérant de voir que les responsables au plus haut niveau ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Je crois qu'il y a un moment, c'est d'ailleurs la tradition républicaine dans ce pays, où ceux qui nous gouvernent doivent tirer les conséquences d'une situation. Et aujourd'hui, il est bien temps de sortir de cette affaire, de ce problème par le haut. Mais pour un parti qui se dit républicain, ne pas aller lors d'une réunion, d'une audition de la ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est normal? Écoutez, nous avons passé l'après-midi d'hier avec Madame Alliot-Marie sur 2 débats. Un débat sur l'Union pour la Méditerranée et un autre débat sur l'Amérique latine et Caraïbes. Donc nous avons essayé de participer et de débattre et d'ailleurs nous avons noté certains signes d'énervement. Mais il y a un moment où on peut pousser un coup de gueule. Lorsque on se trouve dans une telle situation où tout paraît bloqué et où aucun responsable n'accepte de prendre ses responsabilités, il est du devoir d'un groupe d'opposition, d'un groupe parlementaire de hausser le ton et d'une certaine manière d'exprimer cette exaspération qui est ressentie, je vous le dis, par beaucoup de Français. Ils en ont assez d'entendre ces histoires qui, semaine après semaine, ne font qu'aggraver et faire en définitive que l'image de notre pays dans le monde ne gagne pas, bien au contraire. Hausser le ton, c'est demander la démission de Michel Alliot-Marie? Écoutez, nous comme il a été fait par Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée. Nous ne voulons pas tomber dans une espèce d'opposition qui pourrait apparaître comme politicienne entre notre groupe politique d'opposition, les socialistes et le gouvernement. Nous ne faisons pas d'obsession sur la personne de Mme Alliot-Marie. Mais à un moment, il faut trouver des solutions à une situation. Donc c'est tout. À elle de tirer les conséquences du moment dans lequel nous nous trouvons et au président de la République d'arbitrer si elle ne sait pas elle-même prendre ses responsabilités. Pour le reste, nous voulons vraiment que la voix de la France dans le monde puisse retrouver le niveau qui serait à la hauteur des enjeux, vous savez. Je reprends vos propos, c'était donc un coup de gueule de la part du Parti socialiste, bien sûr. Ici au Sénat. Vous restez avec nous quelques petites minutes? Avec plaisir. Merci. Jean Arthuis nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Sénateur de la Mayenne, président de la Commission des Finances. Vous avez posé une question très importante, celle de la désertification des médecins en France. Est-ce que c'est un vrai, réel problème aujourd'hui? On n'a plus de médecins en France? Oui, c'est vrai. Un certain nombre de territoires voient les médecins partir en retraite sans remplaçant parce que les jeunes médecins veulent exercer dans d'autres conditions. Pour tenter d'enrayer ce phénomène et répondre à l'attente de ces territoires, des populations qui y vivent,
la loi hôpital, patient, santé, territoire a imaginé que l'on puisse rémunérer certains étudiants à condition qu'ils choisissent d'exercer, lorsqu'ils seront diplômés, dans un de ces territoires. J'observe que sur le terrain, ça ne démarre pas. Pourquoi ? Parce que plane le doute de l'affectation tel jeune qui serait désireux de s'installer dans un département rural où il y a manifestement un besoin de médecins jeunes. On ne peut pas l'assurer qu'il exercera dans ce département. On lui dit peut-être que vous irez à l'autre bout de la France, ce qui peut être merveilleux, mais ça ne répond pas à l'attente, moyennant quoi le jeune ne s'engage pas. Et ça ne démarre pas. Et notamment dans la région des Pays de la Loire, nous avons une espèce de blocage. Et donc j'ai voulu saisir l'occasion de ces questions d'actualité pour rendre le ministre chargé de la Santé attentif à la nécessité de faire preuve de pragmatisme, de résolution et de dire d'emblée aux jeunes où ils vont pouvoir exercer. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y aura une proposition de loi examinée ce soir dans l'hémicycle, celle de Jean-Pierre Fourcade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il va se passer? Il y avait une sorte de bonus-malus pour les médecins. On donnait un petit peu plus une aide, un coup de pouce supplémentaire en termes d'argent pour les médecins qui étaient prêts à aller en région. Est-ce que vous voulez les supprimer? Ça, c'est un autre phénomène. Je pense qu'il faut surtout jouer sur l'attractivité d'un territoire. Je doute que l'on puisse forcer des médecins à s'installer quelque part, car bien souvent, il y a la situation du conjoint. Et si un médecin a épousé une jeune femme ou si une jeune femme médecin a pour conjoint un homme qui, lui, exerce dans une grande agglomération, c'est bien difficile de les obliger à aller sur un territoire. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est préparer l'organisation de l'exercice de la médecine. Imaginez des maisons de santé, des pôles médicaux qui soient des, oserais-je dire, des micro-cliniques qui assureront la permanence des soins et au sein desquels 7, 8, 9, 10 médecins avec d'autres acteurs de santé, des kinésithérapeutes, des infirmiers pourront exercer. Il y a même des actes médicaux qui aujourd'hui sont sous la responsabilité des médecins et qui pourraient parfaitement être pris en charge par des infirmiers ou des infirmières ayant de l'expérience, ayant de vraies compétences et qui feraient équipe avec ces médecins. Jean Arthuis, je vois que Jean-Pierre Bel veut absolument vous répondre sur cette question. Vous qui êtes de l'Ariège. Pas lui répondre, je veux appuyer l'initiative de Jean Arthuis d'avoir posé cette question parce que c'est un vrai souci, un vrai problème et il a bien sûr parlé des Pays de la Loire, mais je veux dire que c'est dans la plupart des régions et bien vous sûr aussi, vous êtes touché. Dans la mienne, en Ariège en particulier, mon département, nous constatons les phénomènes que Jean Arthuis décrit et quant aux solutions, on est prêt à en discuter parce qu'en effet, il faut trouver des solutions. Jean Arthuis, j'ai une petite question sur l'impôt sur la fortune. Vous savez que ça a fait toute l'actualité cette semaine. Oui. Le président de la République a déclaré ce matin qu'il préférait une grande loi avec des petites conséquences plutôt qu'une petite loi avec des petites conséquences également. Qu'est-ce que vous entendez le président de la République sur cette question? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une grande loi sur la suppression de l'impôt sur la fortune et du bouclier fiscal? Écoutez, moi, ma position est très claire. Le bouclier fiscal ne s'applique pas aux revenus de référence, mais au revenu fiscal, c'est-à-dire après qu'on ait déduit de son revenu des abattements, des déductions, des réductions, des défiscalisations, loi Girardin ou d'autres, qui sont à la limite du scandale par rapport à l'idée que je me fais de la justice fiscale. Et par conséquent, ce bouclier est emblématique d'une forme d'injustice. Il faut abroger le bouclier fiscal. Là-dessus, je crois que nous sommes d'accord. Mais comme le bouclier fiscal a été imaginé pour répondre à un autre très mauvais impôt que seule la France pratique, l'ISF, il faut avoir le courage d'être suffisamment pédagogue pour expliquer le bien fondé de l'abrogation tout à la fois du bouclier et de l'ISF. Et comme il manque à peu près 2 milliards, 3 milliards pour équilibrer les comptes publics, eh bien, il faut accepter que l'on institue une tranche supplémentaire d'impôt progressif sur le revenu à 45% pour les revenus les plus élevés, que l'on revoit également l'assiette qu'on a beaucoup rétrécie et les taux d'imposition des plus-values mobilières et immobilières. Et là, le compte y sera. Merci beaucoup Jean Arthuis. Je crois que vous allez rejoindre la séance et que vous êtes un petit peu pressé. Pour la Cour des comptes. Pour la Cour des comptes, absolument. On va vous laisser rejoindre la séance. On va continuer avec Jean-Pierre Bel. Justement, sur l'ISF, est-ce que vous voulez répondre à Jean Arthuis qui... Non, je ne vais pas lui répondre parce que c'est un débat qui va être assez long. Et puis il vient de partir, mais vous pouvez peut-être avoir le point de vue du groupe socialiste. Sur le bouclier fiscal, bien entendu, nous l'avons suffisamment dénoncé pour ne pas aller dans le sens de ceux qui veulent le supprimer, tout simplement pour des raisons de justice sociale. Sur
l'impôt sur la fortune, là il y a un débat qui est beaucoup plus entre nous, peut-être qui va nous opposer, parce que nous n'avons certainement pas la même vision. Nous ne sommes pas opposés forcément à une réforme de l'impôt sur la fortune. Mais vous savez, il faut déjà retrouver ce que l'impôt sur la fortune nous amène en ressources avant même de songer à le supprimer. Jean-Pierre Bel, une petite question sur les sénatoriales, ça se prépare, septembre c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Parti Socialiste, et notamment Martine Aubry, vous êtes suffisamment aidés? On sent quelques sénateurs ici qui nous disent, ici et là, par exemple sur la constitution des listes, c'est pas tout à fait ça. Écoutez, c'est une pratique normale à la veille d'un rendez-vous comme celui-là, un rendez-vous important, l'élection sénatoriale. Nous sommes à droite, à gauche, au centre, à préparer nos listes et à désigner nos candidats. Alors il y a toujours des difficultés qui interviennent. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sentons que 2011 sera une année clé. Car c'est, à mon sens, la seule possibilité pour le Sénat d'être légitimé. Et être légitimé pour le Sénat, c'est lui faire connaître l'alternance. Toutes les conditions sont réunies pour que l'alternance puisse venir au Sénat, puisque la gauche est majoritaire dans les communes, dans les départements, dans les régions. Donc forcément, si au lendemain des élections sénatoriales, nous constations qu'une nouvelle fois, c'est la droite qui restait majoritaire dans cette maison, il y aurait peut-être un petit problème sur lequel les démocrates, et notamment ceux qui sont attachés à la démocratie parlementaire, auraient à se pencher. Ça serait historique ici au Sénat que la gauche prenne le pouvoir et soit le réel poids d'opposition ici en France, mais on ne sent pas à Solferino un poids majeur pour cette élection. Non, vous trompez. Pour l'instant, nous avons les élections cantonales qui sont devant nous. C'est très discret de la part de Martine Aubry, en tout cas pour l'instant. Je crois que ceux qui sont discrets, c'est plutôt à l'échelle du gouvernement. On entend peu parler des élections cantonales. Elles sont très importantes et croyez-moi, ce sera un marqueur qui donnera beaucoup d'indications sur les élections qui vont suivre, c'est-à-dire les élections sénatoriales. Merci beaucoup Jean-Pierre Bel. Évidemment, vous l'avez rappelé, il y aura bientôt les élections cantonales que vous pourrez suivre évidemment sur Public Sénat. Jean-Pierre Fourcade nous a rejoint. Bonjour. Peut-être un thème très important lors de ces élections cantonales, c'est la proposition de loi que dont vous allez débattre en fin de journée ici au Sénat sur la désertification médicale. C'est pas exactement le thème. Le thème, c'est que le gouvernement m'a chargé d'évaluer sur le terrain la loi hôpital, patients, sécurité. Santé, territoire. Et au fur et à mesure des auditions auxquelles je projette et des visites que je fais sur place, je vois que dans la loi, il y a un certain nombre de points qui sont à l'heure actuelle des aspérités ou des blocages. Et mon texte n'est pas fait pour lutter contre la désertification, car il faudrait des textes beaucoup plus importants. Mon texte est pour permettre que la mise en place de la nouvelle gouvernance des hôpitaux, de la nouvelle méthode de travail des agences régionales de santé se fasse dans des conditions correctes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, avec l'appui des deux cabinets, celui de Mme Bachelot et celui de M. Bertrand, fait une proposition de quelques articles qui consistent à gommer quelques aspérités, à améliorer la déconcentration vers les ARS, à essayer de mieux discuter avec l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou auxiliaires de santé, et surtout à mettre en place une nouvelle structure qui est la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, qui doit permettre sur le terrain de réunir des médecins, des auxiliaires de santé, des dentistes, des pharmaciens, et de leur donner un statut que nous avons longuement discuté avec les ministères intéressés et avec la chancellerie. François Patria nous a rejoint. Bonjour François Patria. Je termine juste avec Jean-Pierre Fourcade, mais je voulais quand même vous présenter. Vous êtes venu sur notre plateau, je vous en remercie. Jean-Pierre Fourcade, sur ce point, sur ce que vous allez débattre sur cette proposition de loi, est-ce que c'est un retour en arrière? Pas du tout. Ou est-ce qu'au contraire, certains disent, et peut-être la gauche le dira, que c'est une mesure électoraliste? Pas du tout. Ce n'est pas une mesure électoraliste, c'est simplement, comme je suis chargé pour la première fois, la loi a prévu dans son article 35 qu'il y aurait une évaluation sur le terrain avec un rapport au Parlement. Je suis donc chargé de faire ce rapport. Je vais donc un peu partout, en France enfin en métropole et dans les départements d'outre-mer. Et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de blocages.
blocage avec les syndicats médicaux de médecins libéraux, blocage avec certaines structures hospitalières, blocage avec les psychiatres, blocage avec tel ou tel. Et par conséquent, j'essaie, par des mesures qui ne remettent absolument pas en cause l'objectif central de la loi ou son équilibre, d'essayer de faciliter la mise en place, par exemple, de la coopération interhospitalière ou des mesures qui peuvent intéresser le secteur médico-social. C'est la première fois que les agences régionales de santé vont s'occuper sérieusement de tous les établissements médico-sociaux. Et il y a là un secteur très important et on leur applique dans la loi des formalités, des procédures un peu trop lourdes que j'essaie d'alléger. Selon vous, est-ce qu'il faudrait faire appel à des médecins étrangers peut-être pour justement ces déserts médicaux ? Non, je crois pour ceux pas. qui ne veulent pas y aller, finalement. Nous avons, en matière de nombre de médecins, suffisamment de médecins en France aujourd'hui. Mais d'une part, il y a beaucoup de spécialistes et pas suffisamment de médecins de médecine générale. Et d'autre part, il y a des secteurs dans lesquels il y a une surmédicalisation et des secteurs avec une démographie très faible. Mais je ne crois pas qu'on puisse favoriser, trouver des incitations suffisantes pour favoriser l'installation individuelle. Je crois maintenant aux centres de soins, aux maisons médicales, à ces sociétés interprofessionnelles, associant médecins, infirmières, kinés, etc. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la territorialisation et la qualité des soins pour l'ensemble de nos concitoyens. Dernière question, Jean-Pierre Fourcade, est-ce que vous pensez être suivi sur votre proposition de loi ? Écoutez, je pense... Est-ce que ça fait consensus ? Je pense... non, il y a beaucoup d'amendements, mais je pense que je serai suivi parce que les choses se mettent en place. Il y a eu pendant la discussion du texte de grandes oppositions, aussi bien de certains grands maîtres du tissu hospitalier que de médecins libéraux. Je crois que tout ça est en train de se tasser et que les problèmes de sécurité des soins, les problèmes de territorialisation, les problèmes de coopération entre le public et le privé sont en train de se mettre en place. Je veux les inciter à accélérer un petit peu en supprimant quelques aspérités de la loi. Merci Jean-Pierre Fourcade, merci d'être venu sur notre plateau. Je me retourne donc vers François Patria. Bonjour. De nouveau bonjour. Dominique Strauss-Kahn arrive à Paris bientôt, ce week-end, pour la préparation du G20. Est-ce que pour vous c'est encore une fois un signe ? Est-ce qu'il serait temps, comme le disent certains à gauche, qu'il se déclare, ou en tout cas qu'il parle ? Dominique Strauss-Kahn vient régulièrement en France. Dominique Strauss-Kahn se tient régulièrement informé de la situation économique, sociale et politique de la France. Il y vient d'abord parce que c'est son pays et qu'il est profondément français, je vous le rappelle, nonobstant quelques voix que j'ai entendues ce week-end. Et puis que dans le même temps, je crois que dans son rôle aujourd'hui, eh bien, il veille avec un soin particulier à ce qu'est l'Europe et à ce qu'est les remèdes qu'il peut apporter au pays français. Donc je crois que Dominique Strauss-Kahn vient pour parler de sa fonction, de son rôle, de sa vision. A-t-il besoin de se présenter maintenant en nombre ? Je ne vois pas aujourd'hui quel stakhanovisme pousse certains d'entre ses amis et surtout ses adversaires à se prononcer aujourd'hui. Ce que je vois surtout, c'est que la gauche, la montée en puissance. On peut prendre l'exemple de Jean-Marc Ayrault, de président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui lui dit peut-être qu'il serait temps qu'il se déclare tout simplement pour arrêter ce petit jeu. Je ne pense pas qu'il soit bon que les élus de gauche, aussi prestigieux soient-ils, et Jean-Marc Ayrault est mon ami, de mettre lui-même la pression sur un processus dont on connaît aujourd'hui les dates, le déroulement, alors que d'autres disent qu'ils se prononceront plus tard. J'ai vu certains candidats aux primaires dire qu'ils se présenteront soit après les cantonales, soit au mois de juin. Laissons à Dominique Strauss-Kahn gérer son temps. Il faut donner du sens au temps et pas seulement du temps au temps. Et les sondages qui sont un petit peu en baisse, est-ce que ça vous inquiète ? Moi, je ne le lis pas comme tel. Vous savez, quand on part de très haut, on ne peut que descendre, bien entendu. Je crois surtout c'est qu'il y a des blocs qui se perpétuent, qui montrent que sondage après sondage, la notoriété et l'envie de Dominique Strauss-Kahn se maintient à un très haut niveau. Elle peut fluctuer au cours de telle ou telle semaine, elle reste très haute et elle reste avec un écart sans précédent avec ses challengers potentiels. Il est prévu une rencontre avec Dominique Strauss-Kahn pas du tout. Pour ce week-end ? Pas du tout. Non. Très bien, merci beaucoup François Patria, sénateur de Côte d'Or. Jocelyn Deron vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Ce matin, Michel Alliot-Marie a été auditionné. Oui. Vous étiez présent lors de cette audition. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette audition par rapport, déjà d'une part, à la crise France-Mexique, et je vous interrogerai après sur la crise qui touche le monde arabe. Bien sûr, la crise France-Mexique, elle nous a expliqué les conditions dans lesquelles se déroulait l'affaire Florence Cassez, les raisons qui avaient amené
le gouvernement français à réagir comme il l'a fait, en faisant état du fait que des promesses qui avaient été faites au président de la République, notamment par le président Calderón, n'avaient pas été tenues. Elle a aussi fait remarquer que les conditions dans lesquelles s'était déroulé le procès étaient plus que contestables, constituaient d'une certaine manière une violation des droits de l'homme, et qu'elle souhaitait, évidemment, nous avions souhaité le transfèrement de Florence Cassez dans un lieu de détention en France, et indiqué que le gouvernement mexicain s'y opposait. Nous avons eu un échange de vues sur ce sujet, notamment... Vous n'étiez pas d'accord avec elle ? Notre collègue Badinter, qui est une autorité, comme chacun sait, a fait remarquer que la justice mexicaine était souveraine dans son pays et qu'il était souhaitable qu'au moins, au minimum, nous reconnaissions le droit pour les juges mexicains de se prononcer comme ils le font, même si nous ne sommes pas d'accord. Il faut respecter la souveraineté du Mexique. Alors ce que nous souhaitons, ce que nous avons souhaité, c'est qu'on essaye de trouver des solutions pour régler ce problème très douloureux, faire en sorte qu'elle soit détenue dans des conditions convenables et aussi qu'on puisse discuter un jour de son transfèrement. Monsieur de Rohan, est-ce que l'attitude des députés qui sont allés sur le fronton de l'Assemblée nationale faire une photo avec les parents de Florence Cassez, quelle est votre réaction quand vous voyez cette photo et cette décision qui a été prise par les députés et les élus? Est-ce que vous seriez capable de faire la même chose ou envie ou pas? C'est leur manière de voir. Moi, je suis partisan d'autres solutions. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on maintienne le contact avec les Mexicains, qu'on ne les agresse pas, et qu'on respecte leur souveraineté, tout en étant capable de leur dire que nous souhaitons une solution humaine à ce cas, qui est très douloureuse. Est-ce que pour Florence Cassez, c'est pas forcément une bonne chose, cette médiatisation? Écoutez, cette politique spectacle, si on peut appeler ça comme ça. Il faut croire que son avocat et ses parents s'y sont quelque peu prêtés. C'est aussi à eux qu'il faudrait poser la question. Quant à elle, moi je remarque que, bien qu'elle soit dans une situation très difficile, elle a exprimé le vœu que l'année du Mexique ne soit pas annulée, ce que d'autres avaient demandé. Monsieur de Rohan, si on vous entend bien, pas de photo, en tout cas devant le Sénat, avec les parents de Florence Cassez. Écoutez, on ne nous a pas demandé d'en faire. Alors pour l'instant, je ne vois pas pourquoi. Et vous n'auriez pas envie d'en faire une? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Un petit mot peut-être sur ce que connaît aujourd'hui le monde arabe et la crise qui est actuellement avec de nombreuses manifestations, encore en Libye, aujourd'hui avec des blessés, et au Bahreïn. Votre réaction peut-être sur cette crise? Est-ce que c'est aujourd'hui une nouvelle révolution qui est en marche? À cet égard, ça me paraît à certains égards une bonne nouvelle, parce que c'est la preuve que les peuples de ces pays aspirent à plus de justice et plus de démocratie, sans avoir fait preuve. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage d'abord, parce qu'ils ont été durement réprimés. Ensuite, ils n'ont pas du tout versé dans la xénophobie ou le nationalisme comme on pouvait le redouter. Au contraire, je trouve qu'ils ont tenu des propos et une attitude très mesurée. Ce qu'il faut espérer, c'est que justement ces aspirations à plus de liberté, plus de démocratie soient satisfaites et ne soient pas confisquées ou occultées par d'autres forces. Un petit mot peut-être sur l'ancien président tunisien, M. Ben Ali, qui est aujourd'hui dans un état de santé assez grave. Est-ce que vous avez un petit mot par rapport à l'histoire et par rapport à M. Ben Ali? Écoutez, M. Ben Ali a connu la dérive des dictateurs, c'est-à-dire qu'il est certain qu'on peut le créditer d'un certain nombre d'actions qui ont été en faveur de son peuple, incontestablement. Et puis, il a versé dans l'autisme, dans le favoritisme et le clientélisme. Et il a quand même exercé quelques actions contre les droits de l'homme. Bon, bien, il y a eu une réaction. Et aujourd'hui, il a été... il est obligé de s'exiler. C'est un peu triste pour lui, mais c'est... Merci beaucoup, Monsieur de Rohan. Merci d'être venu sur notre plateau. Marisa Chiari, bonjour, sénatrice de Paris. Bonjour. Avec vous, on va parler du multiculturalisme. Nicolas Sarkozy a dit, il y a une semaine, dans son interview qu'il a accordée à TF1 face aux Français, que c'était l'échec du multiculturalisme en France, comme en Allemagne, ou d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression qu'il a employée? Absolument pas. La France est multiculturelle. La France est multiculturelle. Ça se voit. Donc, je ne sais pas s'il y a un échec du multiculturalisme, mais en tout cas, elle est multiculturelle.
c'est visible. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, au-delà de la formule de l'échec du multiculturalisme qu'il a employé, c'est qu'il y a un débat qui est programmé dans l'agenda de l'UMP sur cette question et sur le rapport à la religion. Et ce débat m'inquiète énormément parce que on sent que il y a eu, à l'occasion des élections régionales, le débat sur l'identité nationale, et que là, on va nous refaire une ressucée du débat sur l'identité nationale, avec emballé dans d'autres termes, qui sera le multiculturalisme ou le rapport aux religions, et finalement, ça va être un peu la même chose. Et on voit bien là que Madame Le Pen, quelque part, a gagné, puisqu'elle a posé les thèmes de la campagne électorale. Est-ce que vous avez peur justement que cette campagne dérive sur le problème donc, de la laïcité notamment et le problème de l'islam en France? C'est bien ça le problème. Alors, si ça dérive sur la question de la laïcité, c'est parfait. La laïcité, c'est... Mais c'est peut-être la remise en question de la loi de 1905. Alors, la laïcité, c'est la matrice qui surplombe nos identités plurielles. Je veux dire que les musulmans sont récipiendaires, les musulmans français sont récipiendaires des valeurs laïques comme tout Français. Donc, elles s'appliquent à eux. Mais ce que veut en faire Nicolas Sarkozy, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'il veut en faire, c'est une utilisation, c'est une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. On le voit bien qu'il y a quand même un problème de la religion dans la politique laïque de la France, et on voit bien aussi sur les mosquées. Comment est-ce qu'on fait pour que les communautés musulmanes puissent s'intégrer plus facilement, les prières dans les rues, on se rappelle? Alors les prières dans les rues, il ne faut quand même pas exagérer. Non, cela concerne des minorités, voilà, mais on sent bien quand même qu'il y a... minorité. Mais les prières dans les rues, vous savez, l'occupation du domaine public, c'est du ressort de l'État. Et si on voulait vraiment faire quelque chose, on pourrait le faire. Les musulmans ne prient pas dans la rue par plaisir. Ils prient dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'espace pour le faire. Je pense que c'est 1 heure par semaine, le vendredi 1 heure par semaine, et qu'à ce moment, là où il n'y a pas de mosquée, là où il y a des besoins de spiritualité, des besoins de manifester sa foi, on pourrait leur trouver des espaces. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce que vous avez l'impression qu'on laisse pourrir la situation? Les musulmans n'ont pas spécialement besoin de mosquées pour prier, ils ont besoin d'endroits propres. Ça peut être un gymnase qui est mis à disposition, ça peut être une salle mise à disposition, parce qu'ils sanctuarisent l'endroit où ils prient. Donc c'est pas nécessaire que ça soit des mosquées construites. Ça peut être, quand il y a des débordements de ce genre et qu'il y a trop de monde dans un quartier, dans la mosquée, on peut très bien trouver un local à côté et le donner. Donc je pense que ce n'est pas un problème. Donc vous avez peur quand même qu'il y ait une vraie dérive, et notamment on parle pour les prochaines élections, les cantonales, les sénatariales, mais aussi bien sûr l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez peur du Front National? Peur du Front National, je pense que c'est plutôt l'UMP qui en a peur. L'UMP en a peur. Et c'est bien pour ça que Sarkozy prône ces débats sur le multiculturalisme et sur la laïcité, même pas sur la laïcité, sur le rapport aux religions. Je pense que plus que les socialistes, c'est l'UMP qui a peur de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Barry Taxeri. Merci beaucoup. Je me retourne vers Yves Cratinger. Bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de Haute-Saône. Vous avez posé une question qui était destinée à François Fillon sur la réduction des personnels dans les services publics. C'est François Baroin qui vous a répondu. Est-ce que vous étiez satisfait de sa réponse? Non. Ah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je ne suis pas satisfait parce qu'il n'a répondu sur aucun des sujets abordés. Je suis intervenu sur 3 points. L'éducation nationale qui se dégrade. 34e pays pour l'encadrement au niveau de l'OCDE. Nous ne pouvons pas en être fiers, nous sommes les derniers. Tout particulièrement sur l'enseignement primaire. On nous dit que les jeunes n'apprennent plus suffisamment à lire ou à compter, mais c'est ça la raison profonde. Sur la santé, nous savons tous que la situation se dégrade malheureusement trop vite dans les hôpitaux. Il y a des raisons. Aujourd'hui, c'est une crise qui est devant nous. Les gens sont très préoccupés, le service se détériore, l'hygiène fait défaut parfois. Il n'a pas répondu. Et de la même façon, en ce qui concerne la gendarmerie, ce qui était l'étendard du président de la République devient aujourd'hui un navire en difficulté. Et donc, M. Baroin a botté en touche, on peut le dire. Ce n'est pas très, disons, conforme aux attentes de nos concitoyens. Merci beaucoup Yves Cratinger, merci d'avoir répondu à nos questions. On le sent bien, vous n'êtes pas du tout satisfait de la réponse du ministre Monsieur Baroin. Nous avons interrogé un petit peu plus tôt le sénateur de Belfort, Jean-Pierre Chevènement. Je vous propose tout de suite d'écouter son interview. Monsieur Chevènement, ce matin, le groupe socialiste a boycotté l'audition de Michel Alliot-Marie. Vous avez décidé, vous, de ne pas boycotter. Pourquoi ?
D'abord, je n'étais pas du tout au courant de cette décision de boycott. Je vous le rappelle, je n'appartiens plus au Parti socialiste depuis 1993. J'ai constaté d'ailleurs que de nombreux sénateurs socialistes, dont M. Badinter, étaient présents. Donc, soit ils n'ont pas approuvé cette décision, soit ils n'étaient pas plus au courant que moi. Mais nous nous sommes concentrés sur des problèmes de fond, qu'il s'agisse des relations franco-mexicaines ou de l'aide que nous pourrions apporter aux pays arabes de la rive sud de la Méditerranée pour qu'ils puissent relever le défi du chômage de masse qui frappe leur jeunesse. Donc nous avons privilégié le fond. Vous avez senti Michel Alliot-Marie concentré sur ces dossiers? Écoutez, je n'ai pas de commentaire à faire sur le style des ministres. Elle a répondu aux questions qu'on lui posait, hein, mais ces questions concernaient le fond. Est-on vraiment dans une crise entre la France et le Mexique? Je pense qu'il y a eu une grave maladresse par rapport à une décision de justice au Mexique concernant une personne qui, semble-t-il, était incriminée pour des raisons qui, au Mexique, sont très préoccupantes, car l'insécurité au Mexique est maximale. Donc je pense qu'une bonne politique consiste à agir efficacement et autant que possible discrètement, car ce n'est pas forcément en faisant beaucoup de bruit qu'on obtient les meilleurs résultats. Quelle est votre appréciation sur la crise qui se passe dans le monde arabe? Aujourd'hui, la Libye, le Bahreïn, qui après? Alors, il y a sûrement des distinctions à faire selon les pays. Mais s'agissant de la Tunisie et de l'Égypte, on ne peut qu'être profondément touché de voir que ces peuples qui ployaient sous le joug ont été capables de se révéler comme peuple, d'affirmer leurs aspirations à la démocratie dont on finissait par douter. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle que de voir que dans le monde arabe, entre la dictature et l'intégrisme, il y a place aussi pour la démocratie, en tout cas pour l'aspiration à la démocratie. Et ce que moi je suggérais à Mme Alliot-Marie, c'est que nous regardions comment nous pourrions étendre nos systèmes de garantie à l'investissement de façon à favoriser plutôt des délocalisations au Maghreb que dans des pays à très bas coût en Asie, de façon à les stabiliser. Comment nous pourrions offrir des marchés mieux protégés aux produits de ces pays, comment nous pouvons les aider à diversifier leur économie, à donner des emplois à leurs jeunes qui aujourd'hui en sont trop souvent privés. Nicolas Sarkozy veut une loi sur, en tout cas a dit que c'était l'échec du multiculturalisme en France et peut-être revoir la loi de 1905. Est-ce que vous êtes d'accord avec la position du président de la République? Mais est-ce que c'est un échec? Je ne comprends pas très bien ce que veut dire le président de la République. Il a le premier parlé de préfet musulman. Il me paraît souvent aller dans le sens de la complaisance à l'égard des communautarismes les plus variés, musulmans, juifs, catholiques. C'est lui qui a expliqué que le curé était au-dessus de l'instituteur. Tout ça ne tient pas la route. Je pense que la France est une république, une et indivisible, comme on disait, mais en tout cas avec des valeurs qui sont des valeurs républicaines, qui s'appliquent à tous. Et ce que nous demandons à tous, sans distinction d'origine et de confession, c'est d'accepter la loi républicaine. C'est tout. Et pour le reste, s'agissant de la religion ou des affinités culturelles, c'est le domaine de la liberté. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un point sur lequel vous pourriez être candidat en 2012? On sait que vous le laissiez entendre il y a peu. Oh, je ne le serai pas principalement sur ce point-là. Je suis très attaché. Est-ce que ça pourrait vous inciter à être candidat? Écoutez, je suis très attaché à la République, à ce qu'elle signifie. Je crois à la modernité de son message. Je pense que aujourd'hui, en Europe, il faudrait redonner un élan à notre nation, et d'ailleurs à toutes les nations, parce que je crois que l'Europe doit se faire avec les nations et pas sans elles. Et par conséquent, ça, ce serait un argument qui pourrait me motiver. Donc pour l'instant, pas question? Ah, je ne vous ai pas dit ça. Hein, votre réflexion est en cours, ça chemine. Oui, parce que c'est une décision grave, importante, et si je la prends, c'est parce que je considérais que c'est mon devoir à un certain moment pour faire bouger les lignes, pour élever le niveau du débat, pour redonner un avenir à la France.
Merci beaucoup, Monsieur Chevènement, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Voilà, c'était la réponse de Jean-Pierre Chevènement. Merci de nous avoir suivis pour On refait la séance. Ne manquez pas nos rendez-vous à 19h, le journal de Michel Grossior. À 22h, le rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Tout de suite, vous retrouvez la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Merci à tous.